Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point Actu Covid régional. Donc on est déjà à plus de 50, donc on ne va pas tarder à commencer. Est-ce que vous pouvez mettre bien vos noms pour ceux qui ne l'ont pas encore fait dans le chat avec votre établissement? Et puis nous dire aussi si c'est de l'image. Alors pour l'instant, on n'a pas le diaporama, mais au moins le son, en espérant que ça soit meilleur que la dernière fois. Son OK, super, merci. Bon, on va commencer par sont présents avec moi pour ce nouveau point le docteur Valentin, Agnès Petitot, infirmière coordinatrice, et puis une nouvelle arrivée, déjà depuis quelques semaines, mais pour ce point actu, c'est la première fois, Nathalie Régineau, qui a intégré l'équipe. C'est super, qui a pris le poste de qui était occupé par Sylvie Beaune jusqu'à présent, et Sylvie qui est maintenant sur le réseau, l'équipe régionale. Et puis le son est coupé. Ah, vous êtes sûr que le son est coupé? Ou non plus là? Ouais. Est-ce que le son est coupé? Non, son OK. OK. Bon. Alors, c'est normal que votre son à vous... ça coupe un peu, dit... tu veux pas on peut mettre le son sur le mien, et puisque comme toi, t'es... Si tu veux. Mais alors, tu coupes ton micro, et puis... Est-ce que vous entendez bien là? On a changé le micro de place. Transmis, il y a des coupures. Oui, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Bon, on va laisser comme ça. En fait, on jongle avec deux ordis pour que ne pas avoir de soucis techniques. Bon, bah super, si ça va mieux comme ça. Donc, je profite aussi avant de commencer pour vous parler de la SPIADI. Alors, la SPIADI, vous savez, on a une journée nationale le 7 octobre. C'est aussi cette journée qui est principalement donc, une journée de formation centrée sur les infections sur cathéter. C'est une journée qui est aussi une journée régionale, vous le savez bien. Et vous êtes nombreux d'ailleurs à y venir chaque année. Hein. C'est la 3e année qu'on l'organise. Cette année, on a un peu un ombrage un peu pas prévu. Hein. Le congrès de la SF2H, je ne sais pas si vous savez, mais il a été décalé à cause du Covid de juin. Et ils ont remis en fait le congrès en début de semaine. Et du coup, nous, on est vraiment en difficulté là au niveau des inscriptions. Donc, je profite de ce moment où vous êtes en ligne pour vous encourager non seulement à vous inscrire. Hein, c'est une journée qui est très intéressante, dont le programme est très intéressant et très important. Si vous voulez le voir, bon, normalement vous l'avez reçu, mais sinon il est sur le site du CEPIAS comme le site de la SPIADI. On va traiter encore des catécours qui sont une problématique dans tous les établissements. On va en faire un focus particulier sur les pics. Et cette année, au niveau de la surveillance, on montre que les infections sur pic, ça décolle. Et elles ne sont pas que dans le court séjour, hein, les infections sur pic. Elles sont dans les SSR et les soins de longue durée. Donc, ça va être important. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr, et puis à relayer autour de vous à toute personne, les cliniciens, toutes les personnes qui pourraient être intéressées. En tout cas, on compte sur vous. C'est déjà arrivé dans le passé d'avoir des grosses tuiles. Là, c'est vrai que c'en est une. Hein. Et bien voilà, si vous pouvez motiver certains d'entre vous autour de vous dans vos établissements pour venir, ça sera super. Voilà, on va mettre le diaporama. Je vais commencer, puis on va faire comme d'habitude. Ensuite, il y aura plusieurs intervenants. Donc, les 4 points,
le fasse avancer. Non, c'est moi, normalement. Souris. Alors, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous voyez les diapos? Normalement, vous devriez avoir les diapositives à l'écran. Super. Donc, vous voyez, il y a 4 points pour cette actu Covid. Le premier, c'est le point épidémio classique que l'on fait d'habitude, avec on a essayé aussi de décliner, vous verrez, avec des faits marquants, des messages vraiment particulièrement forts que l'on veut vous apporter, oui, avec force en fait. Et puis ensuite, il y aura un point sur les variants, parce que alors là, pour le coup, depuis le début de l'été, il y a un changement complet des cartes. Les cartes ont été totalement rebattues. Je ne vous cache pas que c'est quand même une grosse surprise de voir comment ce variant Delta a envahi le territoire. Et puis ensuite, on rentrera dans les détails de ce qui a changé. On ne va pas tout reprendre, toutes les mesures, mais on va, comme d'habitude, faire le focus sur ce qui a changé. Donc, au niveau des définitions, et puis au niveau de l'adaptation des mesures dans les établissements. Voilà. Donc, pour ce qui concerne le premier point, vas-y, on continue. Donc, vous êtes habitués maintenant à ces courbes. Alors, je vous rappelle, donc en haut à gauche, en bleu, c'est les cas dans la population générale. Donc, on n'a pas la première vague là sur le schéma, mais on a la deuxième, la troisième et la quatrième, donc celle qui est actuellement. Et vous voyez qu'elle est, elle est un petit peu moins importante que d'habitude. Ensuite, et puis qu'on est déjà dans une phase descendante. Ensuite, à droite en haut, vous avez les hospitalisations en toutes confondues. Donc là, pareil, on voit la quatrième vague qui nous occupe actuellement, mais elle n'a vraiment pas du tout la même allure que les vagues précédentes. En dessous, en rouge, donc à gauche, vous avez les hospitalisations en réanimation. Donc là, on voit qu'on n'est pas encore sur la décrue. C'est normal parce que, si tu peux, ouais, je sais pas, voilà. C'est long, les hospitalisations en réanimation, elles sont très, très prolongées, surtout pour ces patients-là. Donc, on n'a pas encore la décrue, mais enfin, on voit quand même que, bien sûr, ça a augmenté beaucoup, mais c'est encore limité par rapport à la troisième vague. Et puis, quatrième graphe, c'est celui qui est le plus intéressant, enfin en tout cas à mon sens, c'est celui de la mortalité. Alors là, on voit bien que finalement, on regardait comme ça, évidemment de loin, on a une mortalité extrêmement diminuée par rapport aux vagues précédentes. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un grand changement avec, bien évidemment, vous l'avez tous deviné, l'effet vaccinal qui a joué. Donc, on va revenir sur cet effet vaccinal parce que ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de travailler sur les personnes qui ne veulent pas encore se faire vacciner, d'une part, pour les professionnels, donc dont on espère que vous continuez à essayer de les motiver à aller se faire vacciner. Et puis aussi, et ça c'est aussi un point important, de penser à l'importance du vaccin, en particulier dans les EHPAD, par rapport à la troisième injection, puisque là, les données qui commencent à arriver semblent montrer que dans les établissements qui avaient vacciné bien et très vite les résidents dans la première phase, c'est-à-dire pour les premières et deuxièmes injections, il y a un petit peu un délai, un retard au redémarrage de la troisième injection. Donc voilà, donc vous voyez, au niveau des chiffres, quand on mesure, ça c'est des données nationales qui sont vraiment jolies. Vous voyez, il y a un log de différence entre le nombre, la fréquence en fait des hospitalisations. Si on est vacciné, c'est en vert, on est à 3,4 hospitalisations par million de personnes vaccinées, par rapport au tout confondu à la population des non-vaccinés, où on est à 10 fois plus.
Donc, bon, c'est un effet vraiment important qui est maintenant chiffré avec des données qui ne sont pas des données étrangères, c'est vraiment les données du pays. Alors, on va prendre encore d'autres façons pour faire voir cet effet vaccinal. Donc là, vous avez une étude où vous voyez en vert, c'est l'excrétion des virus des personnes qui sont infectées. Hein, comme vous savez, quand on est vacciné, on peut quand même évidemment attraper le Covid, hein, mais néanmoins, donc vous voyez là en vert, c'est les non vaccinés, en rouge, c'est les personnes vaccinées qui font des infections. Et donc, les petits points, hein, les courbes, là, rouge et verte, c'est des courbes de régression. Les petits points correspondent pour chaque patient, au fil du temps, la quantité de virus qu'ils excrètent. Donc, ce qu'on voit clairement, alors on le voit très bien avec les courbes, bien sûr, c'est que, eh bien, quand les personnes vaccinées vont excréter moins de virus. Et ce que l'on sait depuis déjà pas mal de temps maintenant avec le SARS-CoV-2, c'est qu'il y a une corrélation entre l'excrétion virale et la sévérité de l'infection. Donc, c'est une façon de montrer que, pour ceux qui ne sont pas convaincus par les chiffres des hospitalisations, que lorsque vous êtes vacciné, vous avez vraiment une sévérité de l'infection qui va être significativement inférieure par rapport à des personnes non vaccinées. Alors, une troisième étude, alors ça, ce sont des données israéliennes qui vont montrer, vous allez voir, et là, c'est là où ça commence à être un petit peu, évidemment, un peu décevant quelque part, que cette efficacité telle qu'elle est montrée par les chiffres, par les études qui sont à disposition aujourd'hui, ben, elle n'est pas complètement durable, en fait. Passer un certain nombre de mois, et là sur ce schéma c'est 6 mois, parce qu'a priori c'est vraiment à partir de 6 mois qu'il y a une diminution significative de la protection qui a été acquise par le vaccin. Donc vous avez sur ce schéma en fait les personnes qui sont, c'est toutes des personnes vaccinées, c'est des populations qui sont, alors moi je ne vois pas, en fonction de l'âge, parce que j'ai la bande là, il y a 3 groupes d'âge, et puis à droite c'est tous les âges confondus, et vous avez, ils se sont amusés, si vous voulez, chez les personnes vaccinées, à leur faire des PCR toutes les semaines, enfin très très régulièrement, et ils ont mesuré comme ça le nombre de personnes qui, en dépit de leur vaccination, faisaient quand même une infection à Covid. Et ce qu'on voit en vert, c'est les résultats pour la période avant 6 mois après la vaccination, c'est-à-dire dans les premiers 6 mois après la vaccination, on voit qu'il y a par rapport à la bande rouge, hein, à la colonne rouge correspondante, qui correspond au nombre d'infections de ces vaccinés quand ils ont dépassé 6 mois après leur vaccination, vous voyez que avant 6 mois, ils font moins d'infections qu'après 6 mois. Et c'est significatif, quels que soient les groupes d'âge. C'est particulièrement encore plus vrai pour les sujets les plus âgés au-dessus de 65 ans, mais c'est vrai pour tout. C'est-à-dire que vraiment, on a une diminution de l'effet protecteur très nette. Alors évidemment, ils se sont amusés à faire ça tous les mois, enfin à mesurer, à modéliser ça en fonction du temps. Et alors bon, la personne demande là sur si c'est le variant Delta, ou alors je pense que c'est exactement, c'est tout confondu, hein, puisque de toute façon, là en l'occurrence, c'est Israël, donc c'est Pfizer, hein, donc par rapport aux variants qui sont actuellement, qui diffusent dans ce pays, il n'y a pas de différence. Donc je pense qu'il n'y a pas de stratification en fonction des variants. Et en tout cas, alors c'est vrai que tout ça, c'est vrai aujourd'hui avec les variants que l'on a, c'est-à-dire que ce soit, Anne-Sophie tout à l'heure va aborder la problématique des variants, mais c'est vrai que dans tout ce qu'on dit là par rapport au vaccin, aujourd'hui c'est vrai pour tous les variants qui diffusent dans notre pays.
Il y a une autre façon encore de voir cette diminution de cet effet protecteur, c'est avec cette étude, encore une fois israélienne, où ils ont mesuré les taux d'anticorps protecteurs au fil du temps. Donc en bas, en abscisse, vous avez le temps, et en haut, c'est des taux d'anticorps. Et donc on voit bien que, alors là encore, vous avez une ligne de régression, hein, on voit bien que le taux d'anticorps diminue. Donc, alors, une question il en est de même pour l'immunité acquise par l'infection. Ben oui, 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 c'est le même principe. Hein, c'est comme avec beaucoup d'infections. Hein, quand vous avez fait une infection récemment, vous avez des anticorps, puis au bout d'un moment, ça diminue. Et c'est le principe, un principe classique qui marche aussi effectivement pour cette immunité. Alors, on n'a pas ressorti encore un autre graphe parce qu'il était assez difficile à lire. Ah, on n'entend plus. Vous entendez plus du tout? Est-ce que quelqu'un peut mettre… si, si. Bon. Donc, on n'a pas mis un autre graphe là qui était un peu complexe, mais qui montrait, c'était intéressant, c'est que quel que soit l'âge, après 6 mois, vous avez, donc après 6 mois après la vaccination, vous avez 16% des personnes, alors tout âge confondu, hein, donc ça, c'était pas stratifié en fonction de l'âge, donc on va dire 1 sur 10, hein, au moins, qui a des anticorps qui sont tombés à un taux qui est inférieur au taux qui est considéré comme le taux protecteur. Donc, globalement, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez… donc, finalement, ce n'est pas du tout ou rien. Hein, c'est un continuum. Hein. Ça ne se fait pas comme ça. Mais, donc, c'est des moyennes. Hein, mais globalement, quand même, c'est significatif. Vous avez, au bout de 6 mois, un nombre significatif de personnes qui perdent la protection qu'elles avaient acquise par le virus, par le vaccin. Alors, oui, alors bon, il y a des entre l'immunité naturelle et l'immunité acquise par les vaccins, et d'ailleurs, elle change en fonction des types de vaccins, ça n'est pas exactement identique. Il y a une partie commune, hein, une partie commune de cette immunité, mais pas entièrement. Après, les études stratifiées qui montrent l'effet de chaque vaccin ou par rapport à l'immunité naturelle, il y en a peut-être, dans mais cette étude-là, ils ont comparé ouais, avec l'immunité naturelle. ouais, et les résultats sont quasiment équivalents. Voilà. Il faut dire que c'est une tendance, et c'est logique, puisque, encore une fois, il y a une partie commune entre l'immunité acquise avec le vaccin et l'immunité acquise de façon naturelle. C'est pourquoi vous avez tous maintenant entendu les nouvelles recos, et puis eh bien, c'est vrai que ça va être très très important de les suivre, hein, mais donc il va être impératif de faire une 3e dose à 6 mois de la première injection. Alors pour l'instant, les populations éligibles sont celles qui sont mentionnées à gauche de cette diapositive, donc en particulier tous les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée, les personnes donc âgées de plus de 65 ans, celles qui ont reçu le vaccin Janssen, vous savez, une injection, et puis les personnes très, très à risque. Donc, on a retrouvé… Alors, on a mis… Ah oui, c'est la diapo d'après, pardon. En fait, une synthèse de cette stratégie donc, qui doit maintenant être mise en place. Alors, ça ne peut être que avec les vaccins ARN messagers. Hein. Donc, c'est à partir de 6 mois pour les personnes immunocompétentes dans la liste qui est donnée dans la diapo d'avant. Et puis, ensuite, ça peut être un peu plus tôt pour les immunodéprimés sévères, ce qui, pour eux, va possiblement être la 4e hein, injection. Oui, et puis, il y a vraiment le cas très particulier de ceux qui ont reçu le vaccin Janssen. Et pour eux,
eh bien, il est recommandé donc de faire cette injection dans un délai minimal de 4 semaines, donc finalement de façon assez courte à faire après la première injection. Donc, Et alors, de plus, il y a l'HAS qui propose, pour éviter tout retard par rapport à la vaccination antigrippale, de procéder à l'administration concomitante du vaccin de la grippe en même temps que cette dose de rappel. Voilà. Donc pour l'instant, là, Madame Le Guinel, vous levez la question sur les personnes en situation de handicap. En fait, ce qui est vraiment important, c'est de suivre la liste des… Alors, il y a la liste des personnes, elle est détaillée dans le DGS 2021-90. Il y a une liste très, très bien détaillée. Et donc, qui va détailler, parce que là, on vous a mis les personnes à très haut risque de forme grave, mais dans ces personnes-là, dans ce DGS, vous allez retrouver l'ensemble des personnes à très haut risque de forme grave. C'est une grande liste, voilà. Une question pour la grippe. Oui. Sophie, donc pour la vaccination antigrippale concomitante, ce sera avec le vaccin à haute dose pour les personnes âgées. Ça veut dire quoi? Je ne comprends pas le vaccin à haute dose. Moi non plus, je ne comprends pas. En tout cas, dans la recommandation de l'HAS, ce n'était pas précisé. Oui. En tout cas, il ne donnait pas d'indication à ce sujet. Donc, moi, je pense qu'on va en avoir. Non, pour l'instant, il n'y a pas de mention particulière par rapport à ce point particulier. Alors, une dernière diapo là pour cette introduction. Donc, bon, là, on n'est plus dans les résidents, mais dans les professionnels. Alors, on a mis un soleil parce que depuis la dernière fois, on a toujours une bonne progression de la vaccination des professionnels. Alors, les courbes que vous voyez, c'est les professionnels, les soignants des EHPAD et des USLD. Et puis les chiffres, là, dans l'encart jaune, ce sont les professionnels des établissements de santé. Et à chaque fois, c'est dans la région. Hein. Alors, les courbes, c'est dans la région. Et les professionnels de santé, c'est au niveau national. C'est au niveau national. Donc, on n'a pas les chiffres au niveau de la région. Mais alors, ce qu'on voit, c'est que ça commence vraiment à être élevé. 84% qui ont eu 2 doses la semaine passée. Et bientôt 90, puisqu'on a presque 90% qui ont une dose. Mais enfin, ça fait encore 10% de personnes qui ne sont pas encore vaccinées. Donc, c'est un soleil, mais avec un petit nuage quand même. Et donc, c'est vrai que bon, il y a des freins, il y a vraiment des freins à l'acceptation de cette vaccination. Bon, avec l'obligation, on va peut-être encore gagner. En tout cas, bon, ça, c'est vraiment problématique. Non, il y a une nouvelle question, enfin, reprise sur le Janssen, le rappel. Non, les troisièmes injections, où ce n'est pas un rappel en fait pour le Janssen, hein, c'est une nouvelle injection. Et donc, c'est systématiquement avec des ARN messagers, donc Pfizer ou Moderna. Pour les soignants vaccinés en janvier, hein, effectivement, on n'est pas loin d'être à 6 mois, mais pour l'instant, on n'est pas dans la liste, sauf ceux qui sont prioritaires, comme les patients, hein, comme les personnes lambda. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. La priorité, en fait, il y a un frein qui s'opère sur le raisonnement qu'on a présenté, c'est que d'une part, il faut vacciner en priorité toute la planète. Hein. Donc, quelque part, il y a une réflexion mondiale hein, sur les efforts vaccinaux. Et donc, pour l'instant, la troisième injection est uniquement limitée aux personnes qui ont été mentionnées plus tôt. Et là, pour le coup, là par contre, il faut vraiment le faire parce qu'il y a déjà des signaux. Bon, vous avez tous entendu les services de réanimation aujourd'hui qui n'accueillent que des non-vaccinés.
mais néanmoins, il commence à y avoir des signaux qui montrent qu'on commence à revoir des personnes à risque bien vaccinées, mais il y a 6 mois. Et donc, si on ne veut pas à nouveau avoir une 5e vague aussi forte qu'au départ, avec ces personnes qui ont été bien vaccinées au début, il faut qu'elles aient leur 3e le 3e rappel. Alors, il y a une question de Johan Audurier sur la possibilité de switch Moderna-Pfizer. Je crois que ça, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci aucun entre les deux. Alors, une personne, oui. Une 3e dose à un personnel. Quand il s'agit de sauver une dose, oui, je crois que tout est possible. Mais après, voilà. Ça, on ne peut pas l'écrire forcément, mais oui, bien sûr. Voilà, donc c'était le point épidémiologique. Je laisse la parole maintenant à Anne-Sophie pour vous parler de deviner qui, du variant Delta. Alors, oui, on va parler quasiment que de lui, puisque vous voyez ici, maintenant, c'est le variant majoritaire qui circule en France. Vous savez à présent, hein, pour savoir quel variant circule, eh bien, on screen certaines mutations sur les prélèvements positifs. Hein, on en screen 3. Et donc, dans les prélèvements positifs qui sont screenés, eh bien, la mutation L452R représente 95% des prélèvements positifs. Et 90% des prélèvements qui ont cette mutation L452R, eh bien, quand on le séquence, on constate que c'est du variant Delta. D'accord? Donc, quasi exclusivement du variant Delta sur le territoire français. Alors, pourquoi ce variant Delta a pris la place? Eh bien, parce qu'il a quelques particularités. Et notamment la première, c'est qu'il a une transmissibilité très, très élevée. Alors, ça peut s'expliquer notamment parce que les personnes qui sont infectées par ce variant ont une charge virale plus élevée. Ici, on vous a mis sur ce graphique justement la charge virale des personnes infectées en fonction du temps, en fonction des variants. Donc, la courbe en vert représente le variant initial, la souche sauvage. En orange, c'est les personnes contaminées par le variant alpha. Donc, c'est le variant anglais. Hein. En bleu, la courbe bleue correspond aux personnes infectées par le variant bêta sud-africain. Et puis en rouge, vous avez le variant delta. Et donc, on constate bien, vous voyez sur ce graphique, que la charge virale pour les personnes infectées par le variant delta est beaucoup plus élevée que pour les 3 autres variants. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Nathalie, charge virale plus élevée, et bien donc plus grande contamination. Les personnes qui sont infectées par ce variant vont contaminer plus de personnes. Et ça, comment on le calcule? C'est le fameux R0. Hein, vous en avez beaucoup entendu parler. Et donc, le R0 du variant Delta, il est entre 5 et 8, alors que celui du virus originel, eh bien, il était autour de 2. Donc, un variant beaucoup plus contagieux du fait de sa charge virale plus élevée. Autre caractéristique, eh bien, c'est sa virulence. Et là aussi, on a dit qu'il y avait une corrélation entre la charge virale et la sévérité des infections. Eh bien, c'est également ça maintenant bien démontré dans de nombreuses études. Donc ici, on en a mis une qui a regardé eh bien, le risque d'hospitalisation, qui a comparé le risque d'hospitalisation chez des patients infectés par le variant alpha et des patients infectés par le variant delta. Et vous voyez, quand on fait un ajustement en fonction des différents critères, l'âge, les facteurs de risque, eh bien, le résultat, c'est que il y a 2,26 fois plus de risques d'être hospitalisé lorsqu'on est infecté avec le variant Delta par rapport au variant Alpha. Donc ça, c'était pour les hospitalisations.
Et on retrouve exactement les mêmes données pour l'admission en réanimation, où là, le risque est de quasiment 2 fois plus élevé avec le variant Delta par rapport au variant Alpha, et également pour la mortalité, où là, le risque est 1,5 fois plus élevé par rapport au variant Alpha. Donc, un variant qui est plus transmissible et plus virulent. La bonne nouvelle, quand même, c'est que les vaccins qui sont disponibles à ce jour sont efficaces contre ce variant. Ici, dans cette étude, ils ont comparé l'efficacité alors là, c'était l'efficacité des vaccins à ARN messager et puis à adénovirus, donc c'était AstraZeneca. Et donc, ils ont comparé l'efficacité vaccinale, soit avec une dose, soit avec 2 doses, de ces vaccins par rapport au variant alpha que vous avez en bleu, et le variant delta en violet. Eh bien, vous voyez, avec 2 doses, l'efficacité de ces vaccins est équivalente pour le variant delta par rapport au variant alpha. Donc, des vaccins efficaces. Et donc, on l'a vu, les courbes aujourd'hui, nos courbes de la 4e vague. La 4e vague, aujourd'hui, c'est avec ce variant Delta. Eh bien, les hospitalisations en réanimation sont beaucoup plus faibles et les décès également sont également très, très faibles. Le petit nouveau-né, le dernier variant décrit, c'est le variant MU. Alors, vous avez dû en entendre parler. Alors, il est pour l'instant classé dans la catégorie des VUM. Il n'est pas encore en VOC. Alors, qu'en est-il en France de ce variant? Déjà, on a une prévalence très, très faible. Il y a 0,3% des prélèvements positifs pour lesquels on a identifié ce variant. Donc, ça fait, aujourd'hui, on a détecté 105 cas sur notre territoire, essentiellement localisés dans 2 régions, en Occitanie et en Île-de-France. Et ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce variant aurait des propriétés d'évasion au système, d'échappement au système immunitaire, et notamment à la vaccination, comparables au variant bêta. Donc, c'est le variant sud-africain. C'était le variant qui échappait au vaccin AstraZeneca. D'accord? Mais ce sont des données préliminaires qui restent à confirmer et c'est pour ça qu'il n'est pas encore classé en VOC. Voilà, donc dès qu'on en saura un peu plus, bien sûr, vous serez les premiers au courant. Voilà pour le point concernant les variants. Donc ensuite, avec toutes ces nouvelles données, la vaccination qui progresse bien, eh bien, au cours de cet été, il y a eu plein de nouvelles évolutions concernant notamment là, donc on va parler des définitions des contacts à risque et puis ensuite on verra des adaptations pour les mesures à prendre dans vos établissements. Alors, concernant tout d'abord les contacts à risque, donc la définition a évolué au 30 août, c'est Santé publique France qui nous donne ces types de définitions et donc les contacts à risque, le niveau du contact à risque a été classé en 3 catégories et en fonction du statut vaccinal des personnes et de leur statut immunitaire. Donc, la catégorie de risque plus élevé, c'est pour les personnes qui ne seraient pas vaccinées ou bien qui ont un schéma vaccinal incomplet ou qui ont un schéma vaccinal complet mais précoce, c'est-à-dire avant les 7 jours. Vous savez qu'il faut laisser le temps au système immunitaire de produire des anticorps après la vaccination. Donc, ce délai de 7 jours, eh bien voilà, il vient de là. Pareil pour le vaccin Johnson. Et puis, pour les personnes qui sont immunodéprimées, eh bien, même si elles ont un schéma vaccinal complet et qu'elles ont un contact à risque, c'est-à-dire en absence de mesures de protection efficaces, et là, les mesures de protection efficaces n'ont pas changé par rapport aux définitions précédentes, eh bien, ces personnes-là seront considérées comme des contacts à risque élevés.
Pour les personnes qui ont un schéma vaccinal complet, qui ne sont pas immunodéprimées, eh bien là, elles rentreront dans la catégorie contact à risque modéré. Les personnes qui ont fait une infection Covid dans les 2 mois, elles, eh bien, elles sont considérées comme immunisées et elles sont à contact à risque négligeable. Alors, il y a une question sur j'imagine entre 2 et 6 mois, puisque c'est vrai qu'on propose de se faire vacciner à 6 mois après une infection. Il y a une question dans le chat, c'est si l'infection Covid est supérieure à 2 mois. Dans quelle partie on se situe? Eh bien, on va se situer dans les contacts à risque modéré. C'est vrai que entre 2 et 6 mois, c'est une zone qui est… on n'est pas encore vacciné. On ne peut pas avoir eu de rappel, on ne peut pas avoir eu une dose de vaccin, puisqu'elle est recommandée maintenant à partir du 3e mois, mais plutôt vers 6 mois. Donc, ces personnes-là ne peuvent pas avoir une vaccination. Ils sont tout de même immunisés, donc on ne peut pas les considérer non plus comme des non-vaccinés. Donc, par réflexion, on peut se dire qu'on doit les considérer au milieu du gué, comme des contacts à risque modéré. Mais c'est une case qui est oubliée dans ces définitions nouvelles. Tout à fait. Et donc, en fonction du niveau de contact à risque, eh bien, vous allez voir, on a des mesures différentes à prendre pour ces personnes. Alors, par rapport justement également au déploiement de la vaccination, des adaptations concernant les mesures de protection à prendre dans les établissements de santé et les établissements médico-sociaux ont évolué. Alors, premier allègement de ces mesures pour les professionnels vaccinés. Maintenant, dans les EHPAD, vous savez, avant, il était recommandé de réaliser des dépistages hebdomadaires pour les professionnels. Et bien maintenant, les professionnels qui sont vaccinés, qui ont un schéma vaccinal complet, eh bien, il n'y a plus besoin de réaliser de dépistage hebdomadaire. En revanche, pour les professionnels qui sont non vaccinés, eh bien, eux, ils doivent présenter un dépistage de moins de 72 heures pour pouvoir travailler dans l'établissement. Et ça jusqu'au 15 octobre, puisque vous savez, à partir de cette date-là, eh bien, il n'y aura plus de possibilité pour ces personnes de travailler en établissement. L'arrêt des dépistages hebdomadaires également est recommandé pour les personnes qui ont eu une infection et qui sont guéries, donc jusqu'à 6 mois après l'infection. Là, ils sont considérés comme immunisés et donc il n'y a pas besoin non plus de réaliser de dépistage. C'est avec cette reco-là qu'on répond plus facilement à la question d'avant, à la diapositive d'avant, de savoir où est-ce qu'on met les gens qui sont guéris, les professionnels guéris. Donc, professionnel guéri avec un contact à risque, il est considéré comme contact à risque modéré. Deuxième allègement pour les établissements médico-sociaux, ça concerne l'organisation des repas et des activités collectives. Alors, à présent, pour tous les résidents, quel que soit leur statut vaccinal, eh bien, l'organisation des repas et des activités collectives ne fait plus l'objet d'aucune recommandation spécifique, attention, à l'exception du respect des gestes barrières qui, elles, doivent être impérativement respectées. Donc, notamment le port du masque, bien sûr, sauf au cours du repas. Et quand le port du masque n'est pas possible, eh bien, de respecter la distanciation physique. De nouveau, les repas avec les proches dans les EHPAD sont autorisés. Alors, vous verrez qu'on a mis que dès qu'il y a un cluster dans l'établissement, eh bien, l'ensemble de ces mesures d'allègement devront être stoppées le temps que le cluster soit maîtrisé. Logiquement, si
la vaccination des professionnels se maintient et encore augmente un peu. Et si les résidents font l'objet d'une troisième injection, logiquement, on ne devrait pas avoir, sauf à l'arrivée d'un nouveau variant complètement nouveau, on ne devrait pas avoir beaucoup de clusters. Donc c'est pour ça que dès qu'il y a un cluster, il faut vraiment prendre des actions extrêmement fortes, parce que manifestement, il y a quelque chose qui n'est pas prévu. Et donc, c'est potentiellement, en particulier, un nouveau variant particulièrement transmissible ou complètement insensible à la vaccination. Enfin, on ne sait jamais. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette stop immédiat dès la détection d'un petit cluster. Alors, est-ce que les professionnels peuvent déjeuner à la même table que les résidents? Oui, c'est retour à la normale. Retour à la normale. Retour à la normale. Donc, comme vous faisiez avant, avec tous les résidents ne sont pas vaccinés. Donc là, les mesures là, de retour à la normale, c'est pour quel tous. que soit le statut vaccinal des résidents. Oui. Alors, en effet, ensuite, il y a des mesures spécifiques pour les résidents vaccinés et les résidents non vaccinés. Alors, ici, sur la diapositive, c'est les mesures spécifiques pour les résidents protégés par une vaccination complète. Pour les visites en chambre, bon, alors bien sûr, les visiteurs doivent avoir le pass sanitaire et ces visites en chambre pourront avoir lieu sans masque. Le masque sera requis si les visiteurs ne sont pas vaccinés. Les sorties dans la famille sont autorisées. La nouveauté, c'est qu'à présent, il y a au retour dans l'EHPAD, l'isolement n'est plus préconisé, ainsi que les tests de dépistage, sauf bien sûr s'il y a un contact à risque avec un cas. Pour les résidents non vaccinés, c'est pour les visites en chambre, là, le masque est systématique. Et pour les sorties dans la famille, donc là, elles sont autorisées. Au retour, le résident, l'isolement n'est pas requis et un dépistage à J7 après la sortie peut être proposé aux résidents. Toutes ces visites en chambre et les sorties dans la famille doivent être organisées dans le respect des gestes barrières le plus possible. Et comme tout à l'heure, on arrête tout ça dès qu'il y a la détection de 3 cas dans l'établissement. Alors, pourquoi maintenir les mesures barrières? Et pour tous, c'est-à-dire même les vaccinés. D'accord? Donc, c'est mesures barrières pour les personnes vaccinées, non vaccinées, résidents et professionnels. Alors ici, on vous les a rappelés, ce qu'on appelle mesures barrières, c'est la distanciation physique, l'hygiène des mains, très important, le port du masque, le bionettoyage qu'il ne faut pas oublier, et puis l'aération, la ventilation des locaux. Donc, pourquoi est-ce que ces mesures barrières doivent être maintenues chez notamment les personnes vaccinées? On vous a montré tout à l'heure déjà ce graphique. Et alors, ici, vous voyez en fait, ici, chez les personnes vaccinées, ces personnes-là peuvent être infectées par le virus, même si on est vacciné. Et quand on est vacciné, au début de l'infection, vous voyez, la charge virale, elle est quasiment équivalente. Je pense que elle est quasiment équivalente aux personnes vaccinées au début de l'infection. Alors ensuite, on a vu qu'elle diminuait plus rapidement, mais au tout début de l'infection, cette charge virale
est équivalente. Et donc, les personnes vaccinées sont également contagieuses. Donc, c'est important de maintenir les mesures barrières chez ces personnes. Alors justement, c'était une question dans le chat. Donc voilà les conditions à l'admission. Les conditions à l'admission, voilà, pour les résidents. Alors, à gauche de la diapositive, vous avez pour les résidents en EHPAD et en SLD, et puis à droite pour les patients en établissement de santé. Alors, concernant les EHPAD, les admissions ne doivent absolument pas être conditionnées au statut vaccinal. À présent, il est recommandé de tester les nouveaux résidents 72 heures avant l'admission. En revanche, l'isolement ne doit plus être systématique lorsque la PCR est négative. Si la PCR est positive, eh bien, il faut essayer de reporter l'admission dans la mesure du possible. En établissement de santé, maintenant l'admission est soumise au pass sanitaire pour les hospitalisations programmées. Donc, pour les patients qui sont protégés par une vaccination complète, eh bien, les chambres doubles sont possibles. En revanche, pour les patients qui sont non vaccinés ou qui ont un schéma vaccinal incomplet, eh bien, il est recommandé de faire un test PCR 72 heures avant l'admission et puis, si possible, de mettre ces patients en chambre seule. Alors, dans ces nouvelles recommandations, il n'y a pas de recommandation pour la conduite à tenir pour un retour d'hospitalisation. Donc, nous vous proposons ceci, donc d'adapter aussi les mesures en fonction du statut vaccinal de vos résidents. Un résident qui est protégé par une vaccination complète, eh bien pour lui, on vous propose de ne pas réaliser de dépistage à son retour à l'EHPAD, de ne pas l'isoler et également de ne pas réaliser de tests de dépistage à J7. En revanche, pour les résidents qui sont non vaccinés, eh bien, nous vous proposons de réaliser une PCR 48 heures avant son retour d'hospitalisation et à son retour, si celle-ci est négative, eh bien, que le résident ne participe pas aux activités collectives, que les précautions complémentaires Covid soient appliquées pendant les soins pendant 7 jours et de réaliser une PCR de contrôle à J7. Voilà, mais ça, c'est une proposition d'allègement par rapport à ce qui était recommandé auparavant du CEPIAS. Donc, des nouvelles recommandations, en revanche, sont à appliquer suite à la découverte d'un cas Covid-19 chez un de vos résidents. Donc, bien sûr, le résident, ça ne change pas. Il est placé en précaution complémentaire Covid, celui qui est positif. Par contre, les mesures pour les contacts sont à adapter. Alors, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est identifier les résidents ou les professionnels qui ont eu un contact à risque. Ça, quel que soit leur statut vaccinal. D'accord ? Donc, vous allez identifier les contacts à risque parmi les résidents, parmi les professionnels. Ces personnes qui ont eu un contact à risque devront avoir un dépistage à J0 et à J7. Ce qui va changer, c'est la prise en charge des résidents contact à risque. Si il est dans la classe, dans la catégorie des contacts à risque modérés, c'est-à-dire que le résident, il est vacciné et il a un schéma vaccinal complet. Dans ce cas-là, pour ces résidents-là,
eh bien, ce qui est recommandé, c'est simplement une surveillance, pas d'autres mesures particulières. En revanche, pour les contacts à risque élevé, donc les résidents qui sont classés dans la catégorie contact à risque élevé, donc c'est ceux qui ne sont pas vaccinés ou vaccinés de façon incomplète ou qui sont immunodéprimés, eh bien dans ce cas-là, pour ces résidents, il est recommandé qu'ils arrêtent de participer aux activités collectives, qu'ils prennent ses repas en chambre, de mettre en place les précautions complémentaires Covid pendant les soins, pendant 7 jours. Et pour les visites, eh bien, là, c'est à voir au cas par cas en fonction de la situation du résident. Question. Alors, il y a des questions. Ouais, il y a plein de questions, mais comme on est en panne, c'est pas simple. Alors, il y a des questions sur pourquoi pas de masque dans une chambre pour les visiteurs, alors que masque partout par ailleurs. Alors ça, c'est une exception que propose le ministère de la Santé dans la sphère privée de la chambre. Si le résident est vacciné et que le visiteur est également vacciné, le masque peut être enlevé. En fait, c'est par analogie à ce qui se passe à la maison. C'est certainement dans le cadre de l'amélioration des conditions éthiques de la vie du résident âgé et des visites. C'est voilà, c'est dans ce cadre-là que c'est proposé. Hein. C'est bien sûr, comme dit par, je crois que c'est Sandrine, oui, on voit bien que sur la courbe, quelqu'un qui fait une infection alors qu'il est vacciné, même il reste du monde. Hein, il y a de l'excrétion, hein, c'est sûr. Mais voilà, de toute façon. Il faut bien, c'est très bien montré d'ailleurs par toutes ces courbes, c'est qu'on n'est pas dans le tout ou rien à aucun moment. Il y a toujours un continuum et on n'essaye pas d'avoir un risque zéro, on essaye de s'éloigner du risque 100%. Et voilà, après, il y a l'éthique et des mesures qui sont pesées vraisemblablement. Vous savez, maintenant, en particulier au ministère, dans tous les groupes sont associés, ça c'est des grands changements par rapport à la première et la deuxième vague, c'est que sont associés des psychologues, des gens qui sont garants d'essayer de mettre de l'humanité dans les mesures et de ne pas être finalement destructeur quelque part sur un autre pan que sur la santé. Donc voilà, on ne peut pas l'expliquer autrement. Hein. Vous avez toutes les cartes en main. Vous voyez bien qu'effectivement, ce n'est pas hyper satisfaisant par rapport à tout ce qu'on dit, mais c'est dans cette situation-là, on sait bien qu'à la maison, les gens ne mettent pas leur masque, hein, parce que ce n'est pas humain de vivre comme ça. Eh bien, la chambre du résident en EHPAD, pour ces visiteurs qui sont vaccinés, eh bien, c'est la sphère, c'est un peu par analogie avec la sphère privée, en fait. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'idée. Alors, ça, c'est très nouveau, hein, effectivement. Alors, la source, il y a Johan Audurier qui demande pour l'admission en MCO, la source de l'information. Donc, ça, j'imagine que tu les as mis. Ici, pour les… Ouais, je pense, ouais. Bah ça, c'est dans les… oui, alors ça… En fait, c'est vrai que pour les recommandations pour les établissements de santé, il n'y en a pas eu de nouvelles depuis les dernières. Donc, en fait, maintenant, le pass sanitaire, hein, par contre, ça, c'est quelque chose de national. Donc, il est demandé le pass sanitaire pour l'admission dans un établissement de santé. Après, ça, les recommandations par rapport aux chambres doubles, chambres seules, ça, c'est une proposition, en effet, du CEPIAS
par rapport aux recommandations du Haut Conseil quant à l'utilisation de ces chambres doubles. Je pense qu'en fait, ça va, les choses vont beaucoup évoluer, peut-être se clarifier une fois que la problématique, on va dire, de la vaccination des professionnels va être derrière. Parce que pour l'instant, on est encore dans cette zone de transition où il se pose encore la question de professionnels non vaccinés. Une fois que tous les professionnels vont être vaccinés, je pense qu'il y aura des mesures plus simples, en fait. Hein, il y aura de la simplification. Alors, donc là… À la maison, quoi. Oui, donc par rapport à la logique du raisonnement par rapport à la sphère privée, bah, au niveau des SIAD, on peut imaginer quelque chose d'assez similaire, mais c'est vrai que le professionnel de santé, lui, il ne fait pas partie de la sphère privée. Donc c'est là, on parle bien de la possibilité de lever le masque pour les visiteurs des résidents. Donc on est dans la sphère privée comme à la maison. Donc évidemment, le SIAD, c'est à la maison, les gens sont à la maison, mais le professionnel de santé, lui, il ne fait pas partie de la sphère privée. Hein, donc ça ne le concerne pas, ça. Donc on a vu la conduite à tenir suite à la découverte d'un cas en EHPAD. En établissement de santé, là, alors comme je vous l'ai dit, hein, il n'y a pas de nouvelles recommandations. Donc, la conduite à tenir, c'est quand vous découvrez un patient qui est infecté. Bon, bah, bien sûr, le patient, vous le mettez en précaution complémentaire Covid. Et puis ensuite, il va falloir identifier les contacts à risque parmi les professionnels, parmi les patients, dépister ces contacts à risque, donc un dépistage qui est à réaliser à J0 et à J7. Et ensuite, eh bien, concernant la prise en charge de ces patients contacts à risque, là, comme il n'y a pas de nouvelles recommandations, notamment par rapport au statut vaccinal, eh bien, on vous propose de poursuivre ce qui était effectué avant, c'est-à-dire d'appliquer les précautions complémentaires Covid pour ces contacts à risque, qu'ils soient vaccinés ou non vaccinés, pendant 7 jours, et puis d'essayer de les placer en chambre seule. Alors, il y a par rapport à la problématique de tout à l'heure, hein, qu'on continue à poser des questions, ou des remarques sur le chat. Marie-Vonne d'Orléans qui souligne que on a de plus en plus de patients vaccinés avec des PCR positifs. Bah oui, vous avez vu, hein, c'est pour ça qu'on a voulu faire un point très important sur cette 3e injection. Hein. Ça, c'est clair que si de plus en plus, on va en avoir. Donc, effectivement, il faut garder ça à l'esprit. Et en particulier, parce que ça, je pense qu'au niveau du ministère, ils se sont dit, une fois que la vaccination, la 3e injection va être ouverte, tout le monde va y aller. En fait, ce n'est pas ça ce qui se passe. Et pourtant, voilà, ces recours, elles vont un peu dans ce sens-là. On lève les mesures pour les visiteurs, mais sous-entendu avec des vaccinés des deux bords. Et qui dit vacciné dit bien vacciné, sachant que pour les résidents, c'est 3 injections, quoi. Donc tout ça, c'est encore un petit peu tôt, mais c'est vrai que c'est des risques, c'est un risque à mesurer avant de se lancer dans des grands changements. Après, donc la question précisément sur les SIAD, c'est de savoir si porter le masque est maintenu pour les familles. Alors, il n'y a pas de texte précisément qui aborde ça, mais on peut penser que par analogie, on pourrait imaginer que si les familles sont vaccinées, si la personne prise en charge est vaccinée, par analogie, on pourrait certainement, mais avec toutes les réserves qu'on vient de dire, hein. C'est-à-dire que si c'est une personne à risque et si elle est vaccinée depuis 6 mois, bah, il faut aussi, pour considérer qu'elle continue à être vaccinée, il faut aller faire cette 3e injection.
Alors, pour un cas Covid avéré, la CPAM dit que la quarantaine est de 7 jours, alors que l'ARS dit que c'est 10 jours. Quelle est la bonne solution? Oui, alors… Un cas il y a avéré. Là, c'est 10 jours. C'est minimum 10 jours pour un cas avéré. il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a plus de diaporama. J'espère que ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Non, moi, On va aller voir Mathilde. Oui, il faut aller voir Mathilde, voir s'il n'y a plus de diaporama. Donc, c'est 10 jours. Hein. Ouais, alors, c'est un mine santé. Donc là, on a vu la conduite à tenir pour les contacts à risque, pour les résidents ou les patients. Mais il peut y avoir des professionnels qui sont des contacts à risque autour d'un cas. Donc, quelle est la conduite à tenir pour ces professionnels qui auraient eu un contact à risque avec un cas? Dans les dernières recommandations du ministère de la Santé qui concernent les établissements médico-sociaux, il y a une distinction à faire en fonction du niveau de risque pour les professionnels. Si un professionnel est un contact à risque modéré, il peut être maintenu en exercice et bien sûr avec une surveillance, et si il constate l'apparition du moindre symptôme, il doit être arrêté. Et puis également, si jamais il y a un doute sur la possibilité de respecter les mesures barrières, ce professionnel doit être arrêté. Pour les professionnels contact à risque élevé, eh bien, la recommandation, dans cette recommandation du 10 août, c'est l'éviction des professionnels qui ont eu un contact à risque. Donc, c'est pour les professionnels qui sont non vaccinés ou qui ont un schéma vaccinal incomplet. Bien sûr, si en cas de tension sur les professionnels, eh bien, le CEPIAS propose que, bien sûr, avec des restrictions très strictes, c'est-à-dire que le professionnel puisse être arrêté immédiatement s'il y a apparition de symptômes ou si il ne peut pas respecter les mesures barrières, eh bien, un professionnel contact à risque élevé, si vous êtes en tension sur le personnel, eh bien, dans de rares situations, il pourrait être maintenu en exercice. Mais la recommandation, c'est bien l'éviction. En fait, cette recommandation, vous savez bien que depuis 1 an et demi, régulièrement, elle était assortie d'une remarque de éviction si possible, quoi, en fait. Hein. Donc, nous, on a souhaité continuer à garder ça parce qu'on sait bien qu'il y a des tensions. Donc, il faut que la question soit posée et que ça soit évalué au cas par cas, mais que ça soit tout à fait possible, hein, du moment que la surveillance, elle se continue, surtout pour surveiller l'apparition éventuellement de symptômes, la personne peut continuer à travailler. Je reviens sur tout à l'heure les 10 jours, 7 jours. En fait, je pense que peut-être certains d'entre vous font un mélange entre la durée de l'isolement du cas avéré, qui effectivement, c'est bien 10 jours, et l'isolement des contacts d'un cas avéré quand ce contact est non vacciné, et là, c'est 7 jours. Oui. Et à mon avis, c'est là que vous vous trompez dans les docs que vous voyez éventuellement. Oui. Je regarde un message. Alors, je regarde, je peux regarder. Ouais, bon, il y a quelqu'un qui a du mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous aurez de toute façon l'enregistrement du diaporama après. Si antécédent Covid ancien, plus 6 mois, plus un vaccin, donc schéma vaccinal complet. Quand faudra-t-il faire la deuxième dose? Pour l'instant, ce n'est pas prévu ça, sauf si vous êtes dans un quelqu'un à risque. Et dans ces cas-là, je pense qu'il faut prendre comme date de le moment où vous
où vous auriez eu, par rapport à votre deuxième dose, où vous auriez eu votre vaccination si vous n'aviez pas eu votre Covid. C'est-à-dire que c'est globalement, c'est un mois avant la deuxième injection. Jours, oui, 28 jours. 28 jours avant la deuxième injection. Ça, c'est vraiment des cas, au cas par cas, à discuter plus avec les infectiologues. On pourra leur faire remonter pour leur demander précisément. C'est des cas évidemment qui vont se poser, mais ça va être résolu, je pense, par analogie. Évidemment, on ne peut pas prendre il y a trop de délais, donc on va prendre la date qui aurait été celle de la première injection. Okay. Alors, donc là, on a vu la conduite à tenir quand il y avait un cas. Cette conduite à tenir, elle va être un peu différente quand on a un cluster. Donc, un cluster, la définition, c'est à partir de 3 cas, que ça soit parmi les résidents ou les professionnels. D'accord? Donc là, on a dit tout à l'heure, dès qu'il y a un cluster, on arrête les activités collectives, on arrête les repas en chambre, on arrête les visites. Et donc là, en établissement médico-social, la prise en charge des contacts à risque, eh bien, elle va être la même que le résident soit contact à risque modéré ou contact à risque élevé. Là, tout le monde doit être placé en précaution complémentaire Covid et tous les contacts doivent être isolés avec un arrêt des activités collectives et l'arrêt des repas en chambre. De plus, ce qui change quand on a un cluster, c'est que le dépistage, eh bien, il est pour tous les résidents, tous les professionnels. Là, on ne va plus chercher les résidents ou les professionnels qui ont eu un contact à risque. Non, le dépistage, là, il est pour l'ensemble des personnes de l'établissement. Ça va être des situations normalement suffisamment rares, suffisamment très très surprenantes quelque part, et donc du coup, en tout cas, qui nécessitent vraiment d'avoir un abord particulier. Donc c'est pour ça que c'est élargi. Ouais, oui, on a Valérie Fontaine là, qui dit que indique que sur un document de SPF, il indiquait 7 jours. Bah, écoute, nous, on en a un du 20 juillet qui dit toujours 10 jours. Alors, envoie-nous le tien. Et puis, on l'a pas trouvé pour l'instant. Donc, comme ça, on fera une synthèse de tout ça dans le diaporama. Donc, au total, tu veux faire la conclusion, Nathalie? Alors, attends, il y a des questions avant de faire la conclusion. Alors, donc, il y en a qui est téléchargé. Si cluster en EHPAD, a-t-on besoin d'une ordonnance nominative pour chaque résident et professionnel à partir du 15 octobre? Une ordonnance pourquoi? Pour un test, pour les tests. Ouais, je pense que si c'est dans le cadre du cluster, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'ordonnance. Non. Dans le cadre de l'investigation du cluster. Non. Sandrine, pourriez-vous confirmer professionnel contact à risque égale pas de masque au cours du contact avec cas positif? Oui, un contact à risque, c'est ça. Hein. La notion c'était en fait quand on vous l'a mis ici, c'est l'absence de mesures de protection efficaces. La définition n'a pas changé. Hein. C'est un contact avec l'absence de masque pour l'une des deux personnes, ou c'est un contact à moins de 2 mètres, un contact dans une pièce prolongée. Cette définition de l'absence de mesures de protection efficace n'a pas du tout évolué. Ce qui change, c'est juste qu'on adapte en fonction du schéma vaccinal, du statut vaccinal de la personne.
Ouais, on verra. La conclusion, vous l'avez sur cette diapo. J'espère que vous l'avez tous. Donc, vous avez vu hein, beaucoup de changements au niveau de l'épidémiologie hein, sur la région. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, comme dirait l'autre, avec ce variant Delta. Mais néanmoins, quand même, nous, au niveau des chiffres hein, et puis des clusters, pour l'instant, on voit quand même l'efficacité vaccinale de façon très, très, très éloquente, on va dire. Il y a vraiment la priorité de la vaccination, la 3e dose. Donc, faites-nous remonter si vous avez des difficultés pour l'organiser. Maintenant, nous, on fera remonter ça au niveau de l'ARS si c'était le cas. La nécessité que vous avez d'expliquer, hein, vous avez vu que c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile d'expliquer d'un côté qu'il est très efficace le vaccin, mais que par contre, il faut quand même continuer les mesures barrières. Vous avez bien vu qu'il y a des éléments de preuve, hein, ce n'est pas de la sorcellerie, c'est basé sur les faits, l'analyse scientifique des faits, et, de façon maintenant super, super forte, avec des données en plus qui sont acquises sur le pays, donc avec notre épidémiologie. Donc, ça devrait quand même marcher de façon de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'il y a ce petit warning là de la troisième, dose chez les résidents qui, si on attend un peu trop, on risque de retrouver des clusters et puis repartir, certainement un petit peu moins puisque les professionnels, eux, seront vaccinés. Donc, ça passera quand même moins. Mais alors, il y a une question là, juste avant de finir. En ce qui concerne les restaurants, les professionnels, les mesures de distanciation physique, pouvez-vous nous confirmer que la distanciation est bien de 2 mètres sans port de masque? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc au restaurant, il y avait une question tout à l'heure dans le chat, j'ai fait la réponse par écrit. Soit vous arrivez à faire une distanciation entre les résidents, mais c'est pas très agréable, mais bon, si vous avez toutefois la place de le faire, c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus simple. Et à ce moment-là, vous pouvez faire les tables, on va dire, comme ça vient. Si vous ne pouvez pas faire cette distanciation, compte tenu du fait que quand ils mangent, ils n'ont pas de masque, eh bien, il faut faire des petits groupes constants, c'est-à-dire vous faites des tables de 4 et puis c'est toujours les mêmes 4 résidents qui mangent ensemble. Alors ça, c'est beaucoup plus compliqué, on le sait bien, mais c'est vrai que c'est quand même un plan B. Le mieux, c'est d'essayer de garder de la distance. Alors, il y en a encore une autre. Hop, quand ça arrive. Alors, les diapos vont-elles être disponibles? Ben voilà, ça va permettre de finir. Donc, il y a 2 choses. Un, oui, vous allez les avoir quand on aura le temps. Notre emploi du temps est très, 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 très chargé, mais on va essayer de le faire vite. Là, on a enregistré, de mettre l'enregistrement et les diapos, comme d'habitude, sur YouTube. Donc, vous pourrez les revisionner. Et puis, on vous propose de se revoir que le 21 octobre, sauf si catastrophe fait particulier qui nécessiterait qu'on se voit avant. L'explication, vous l'avez deviné, hein, c'est la journée nationale Spiadi qui embolise quand même pas mal notre activité de la journée. Et donc, on va suivre, hein, bien sûr, tout. En plus, Marie de Calonne, maintenant, est partie. Hein, elle a changé de vie. Elle est partie à la fac. Elle est repartie à l'école avec la rentrée. Donc, du coup, nous, on a un praticien qui arrive, mais qui n'arrive qu'en novembre. Donc, on va être un petit peu tendu là au niveau des effectifs. Mais bon, donc, sauf épidémiologie vraiment particulière, nécessité impérative, on ne fera pas d'actu Covid avant. Par contre, bien sûr, on est à votre disposition, comme d'habitude, par mail, au numéro de téléphone et surtout au mail habituel. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux. On est super contents.
On était plus de 100 pendant un moment, j'ai vu, avant que mon ordi coupe. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis, ben, on espère vous voir en présentiel quand même bientôt pour la suite. Donc, bonne journée. Au revoir. Laquelle? Lesquelles?